Bonjour, comme convenu, comme promis, TV Finance était au Salon de l'analyse technique, la 25e édition du Salon de l'analyse technique. Et pour vous, nous sommes allés voir les meilleurs experts dans leur domaine pour leur demander si notamment la formation est indispensable pour devenir un bon trader. Et à cette occasion, on leur a demandé ce que c'était qu'un bon trader et un bon trade. Et ce que je vous propose, c'est de voir leur réponse tout de suite. Vous êtes l'organisateur de la 25e édition du Salon de l'analyse technique. Est-ce que vous remarquez qu'il y a de plus en plus de monde ? Il y a de plus en plus de passionnés, de monde, oui. Les gens restent longtemps, ils apprécient les conférences. C'est l'objectif. Ça fait un moment qu'on essaye de faire ça, c'est-à-dire de répondre vraiment à la demande. Alors, il y en a pour tous les goûts. Il y a des trucs qui sont plus ou moins bien sûr, évidemment. Toutes les conférences n'ont pas le même niveau. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, ce que veulent les gens, et ce que j'essaye de faire, c'est plutôt des recettes. C'est-à-dire vraiment des éléments qu'on peut prendre étape par étape et dire, voilà, vous êtes retrouvé dans telle situation, vous devez procéder comme ci, procéder comme ça. Et je leur dis toujours, ne croyez jamais ce qu'on vous dit. Même quand c'est moi qui vous explique, n'y croyez pas. La formation, c'est indispensable. Oui, mais ce que je veux dire surtout, c'est que pas quand vous le dites, c'est pas parole d'évangile. Il faut que vous testiez, il faut que vous regardiez. Ça vous paraît intelligent, ça vous fait réfléchir. Vous n'êtes pas d'accord, c'est très bien. C'est très bien parce que ça vous permet de réfléchir. C'est pour essayer d'avancer. On va dire c'est un salon intelligent. À une époque, en 2002, on disait « Ah ouais, mais les salons de Malpel, c'est des salons de conférences. » Eh ben oui. On offre des conférences aux gens. Évidemment, c'est les courtiers qui payent, c'est les exposants. Bien sûr, il faut quelqu'un qui finance. Ça coûte une blinde, ce truc-là, et ça ne gagne pas d'argent. Tout le monde dit « Ah, mais Malpel, c'est des couilles en or. » Pas du tout. Ça coûte. Et des fois, là, par exemple, je perds de l'argent. Cette année, je perds de l'argent. Et pourtant, il y a beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent en exposant. C'est difficile. Ils ont eu l'après-Covid. Ils étaient un peu en suspension avec toutes les comment ça s'appelle, les investissements qu'ils avaient faits. Je ne vais pas les citer, mais tout le monde sait quels sont nos gros clients qui viennent régulièrement. Et là, ils ne sont pas venus. Et à mon avis, c'est à tort parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et j'avais au niveau enregistrement sur le web, j'étais à 25% de plus que d'habitude. Et pourquoi ? Parce que c'est l'engouement autour des cryptos, c'est les indices actions pas les, tout est plus haut, tout est au plus haut. Non, pas tout. Quasiment tout. Sur les devises. Évidemment, quand on a une qui est en haut, l'autre elle est en bas, d'accord. Mais le Bitcoin il est au plus haut, l'or est au plus haut, les marchés actions sont au plus haut, quasiment tout. Alors l'or, le pétrole, non. Le pétrole, il est à, ça dépend si on prend le Brent ou le WTI, il doit être à 80, 84, 80, 50 et 84 WTI. C'est ça. 84, combien 80 ce matin ? Ouais. D'accord, tu vois, j'ai deux têtes. Ça c'est important, c'est ce que je conseille aux gens, c'est de vous entraîner à avoir des repères, toujours. Par exemple, l'or, c'est à combien ? 2180, à mon avis. Bon, après, on n'est pas au millimètre, mais vous avez un peu un niveau, toujours. L'euro-dollar, il est à combien ? 1,840, 1,850, il doit être. Il est un peu plus qu'un 8. Mais il n'est pas un 9, il était redescendu déjà un petit peu. Il faut avoir le DAX, il faut avoir comment ça s'appelle, le CAC, il faut avoir le SPI dans la tête. Tout ça, il faut les avoir un petit peu. Chaque matin, je me fais, et des fois je me trompe. Je dis, oui, il a vachement bougé. Donc forcément, je l'ai pas vu. Moi, je suis sur le SPI, sur la S&P futur et le DAX. Le CAC futur, ça devient déjà un peu usité. Mais je vous conseille de venir au duel de trading. Pareil à TV Finance, de venir au duel de trading où on est en direct. Chaque trader, il y en a une dizaine de traders, et ils ont 50 000 € audités, vérifiés. On n'est pas sur Internet avec de la flûte. On est vraiment vérifié. Donc tout le monde a vraiment 50 000 €. Ils jouent. C'est pour ça qu'au début de la journée, tout le monde a la banane, et le soir, il n'y en a plus qu'un. Parce que les autres, ils ont perdu. Ils ont perdu 1000, 2000, 3000, 4000 €. Donc, il est content d'être venu au salon et il a perdu 4000 €. Évidemment, il fait la gueule. Et on se dispute. Et on est en 1 heure. Le premier round, action. Le deuxième round, devise. Et le troisième round, tout le reste. Donc, c'est surtout là que ça se lance beaucoup. Mais moi, je fais du LVMH. Par exemple, sur les actions, je ne m'emmerde pas. Je fais LVMH terminé. Et je pile sur le LVMH. Mais 1 heure, c'est très court. C'est très, très court. Donc, évidemment, le trading, c'est pas ça. Le trading, c'est s'il n'y a rien, on fait rien. C'est quoi un bon trade pour vous ? Alors, on m'a déjà posé ça à Dauphine. Un des étudiants m'a posé ça. C'est pas forcément celui où on gagne beaucoup. C'est celui où ça s'est bien passé. Il y a des fois, vous prenez une position et puis ça se passe super bien, mais c'est un peu hasardeux. Si vous avez eu de la chance, c'est pas satisfaisant. Par exemple, une position où vous êtes sorti à bon escient, où vous avez perdu peu, parce que vous avez bien vu le système, vous avez bien vu ce qui se passait, vous avez arrêté l'hémorragie, c'est excellent.
C'est excellent. Ça veut dire que là, vous êtes dans le bon rôle, dans le bon rythme, et que à force, vous allez gagner certainement. Et ça, c'est pas forcément j'ai joué j'ai joué du Bitcoin. Donc on va demander justement, c'est maintenant la conférence et je vais devoir vous laisser Bitcoin, stop ou encore. Là, regardez, ils sont tous là. Pourquoi ils sont là? Ça, c'est dangereux. Là, le fait qu'on commence à me parler de Bitcoin très souvent, c'est dangereux. Moi, je suis très contrary opinion, c'est-à-dire que si tout le monde est dans le même sens, ça marche pas. Et donc, j'attends de voir dans ma famille, par exemple, je vous allez le premier repas de famille, ah bah André, ça va la bourse? Ouais, ok. Et puis après, il parle plus de ça, il parle bah tiens, il y avait le Covid, tiens, j'avais la grippe, tiens, voilà, il parle de médical. Ou j'ai fait une séance de culture physique. Très bien. Deuxième séance. Ah, André, tu fais la bourse, alors que comment ça se passe et il commence à s'intéresser plus. Troisième séance, tout le monde arrive sur moi dans le déjeuner. Alors André, qu'est-ce que je fais sur Nvidia? Bitcoin, est-ce que j'en achète? Ça y est, je sens que ça pue. Ça pue. Et là, et j'avais une interview dans la Tribune en 1998 et je disais, quand ma mère me parle... alors, paix à son âme, mais à l'époque, je disais, quand ma mère me parle de France Télécom, Orange aujourd'hui, et je dis, c'est mauvais, ça sent mauvais, ou quand mon père me dit, ah, je vais acheter, là, c'est bon, je sais que c'est mauvais. Ou quand on parlait à l'époque, ma sœur me dit, ah tiens, on n'a jamais fait de bourse, on va faire un peu du Cisco. Cisco, donc Nvidia, on verra, je voulais en parler tout à l'heure d'Nvidia, mais j'ai pas eu le temps, mais il faut regarder. Alors, c'est à manier avec des pincettes, avec précaution. Parce que quand est-ce que c'est euphorique? Quand est-ce qu'il faut l'euphorie de l'euphorie? Pour l'instant, il n'y a pas l'euphorie au total. C'est pas suffisant pour avoir une peur du genre. Et d'ailleurs, normalement, les grosses mains font, je l'ai pas dit tout à l'heure à ma conférence, c'est qu'ils font un piège. Ça commence à se retourner, les grosses mains ont pas eu le temps, c'est pas elles qui ont créé cette baisse. Et donc à ce moment-là, les gens ont peur, elles paniquent, on pense que c'est déjà le retournement. Non, elles vont repayer pour faire remonter au plus haut, et là, les gens disent « Ah !» Et là, l'euphorie va venir parce qu'ils ont tellement eu peur que là, ça revient et donc on crée cette euphorie un peu mécaniquement, un peu synthétiquement et à ce moment-là, ils se mettent à payer et là, c'est la claque. Et là, ils se mettent à vendre très fort. Pour l'instant, il n'y a pas d'euphorie. On commence à avoir des Thomas Vallée sur TF1, on commence à avoir le Bitcoin. Quand TF1 commence à s'intéresser au Bitcoin, c'est dangereux. Est-ce que c'est vraiment la fin? Non. On va en parler justement et on va parler du Bitcoin, stop ou encore. Une dernière question, après je vous laisse, promis. Qu'est-ce qui drive les marchés actuellement? C'est plutôt l'analyse fondamentale qui drive l'analyse technique ou est-ce que c'est l'analyse technique qui drive le fondamental? Quand l'analyse technique drive les marchés, c'est pas bon. C'est-à-dire que tout le monde fait de l'analyse technique. L'analyse technique, je le disais ce matin dans ma conférence, l'analyse technique fonctionne d'autant mieux qu'il y a des vraies raisons qui font monter ou baisser le marché. L'analyse technique, simplement, elle analyse ce que font les intervenants. Est-ce qu'ils achètent? Est-ce qu'ils vendent? Est-ce qu'ils achètent beaucoup? Est-ce qu'il y a une tendance, etc. Et donc, plus il y a des raisons claires, plus l'analyse technique sera claire et facile. Donc il y a des raisons. Le problème, c'est de trouver quelles sont ces raisons. Et nous, les analystes techniques, on met en doute la capacité à pouvoir traiter ça. Parce c'est une explosion combinatoire. Des fois, il y a tellement de raisons, laquelle qui force le marché, etc. C'est très difficile. Donc on regarde ce que font les intervenants. L'analyse technique, c'est la traduction du comportement des intervenants. Et ils agissent pas pour rien. Ils agissent pour des raisons. Aussi un peu d'analyse technique, mais s'ils font tous de l'analyse technique, ça marche plus. Et j'expliquais justement ce matin, c'est qu'en scalping, c'est-à-dire en scalping, je parle de 15 secondes, il n'y a plus de raison fondamentale. Entre les 15 secondes d'ici et les 15 secondes d'avant, ou les 15 secondes d'avant, il n'y a rien qui a changé. Donc quand le gars il vend ou quand il achète, c'est pas une raison fondamentale qui le fait acheter ou vendre. C'est simplement ou l'étude du flux, qui est pour moi de l'analyse technique, donc ça on pourrait en discuter, ou de l'analyse technique pure. Et donc, en scalping de 15 secondes, l'analyse technique ne fonctionne pas. Mais c'est pas un peu. C'est quasiment 9,9 fois sur 10 que ça marche pas. C'est-à-dire qu'il faut faire systématiquement en scalping l'inverse de ce qu'on veut faire. Ah, c'est bien, là ça casse, il y a un signal d'achat, je devrais en acheter. Non, tu vends. Et là, il faut se faire violence et ça marche. Et donc, je conseille à tout le monde de s'entraîner en paper trading et de voir que c'est l'inverse qui fonctionne. Voilà. Un bon trade ? C'est un trade pour lequel tu as suivi un plan, qu'il soit gagnant ou perdant, c'est pas le plus important. C'est tu as un signal, des objectifs, un objectif ou deux, hein, et un stop loss par exemple, une infirmation.
Donc un bon trade, voilà, c'est ça. C'est pas le fruit du hasard. C'est être, si on pouvait résumer, c'est être capable de l'expliquer. Donc si c'est pas le fruit du hasard, ça veut dire que la formation est évidemment importante. La formation sur les marchés. Ouais, la formation d'analyse. C'est comme si je vous ai demandé de résoudre un calcul matriciel et qu'on ne vous explique pas comment ça fonctionne. Donc c'est comme à l'école. Alors il y en a qui pensent que c'est inutile, mais non, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a tellement de subtilités à connaître et que, bon, c'est vrai, peu de gens connaissent, parce qu'il faut de l'expérience, il faut... ça fait pas... C'est pas parce qu'on est bon trader qu'on les connaît, et inversement, parce que bon, on peut arriver à se débrouiller dans un environnement, je dirais, plus ou moins étendu. Mais oui, il faut se former. Oui, il y a beaucoup de choses à apprendre, notamment sur les phénomènes de construction, les règles du jeu, les phénomènes de contraintes de marché, issus par exemple de la construction des situations d'arbitrage, options cash, etc., etc. Donc oui, une formation pour moi est indispensable. Moi-même, ma formation, qu'est-ce que ça a été à l'époque? C'était, j'étais à la bourse, j'écoutais les anciens, je leur posais des questions, bon voilà, et c'était un peu une formation sur le tas, mais après, d'une manière personnelle, j'ai travaillé énormément pour évoluer, pour apprendre des choses. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de formation, beaucoup d'écoute, d'apprentissage. Du coup, un bon trader, c'est quoi? Est-ce que le sang-froid est important? Alors un bon trader, le sang-froid, oui, primordial, bien sûr. Enfin, tout l'aspect psychologique est très important. À partir du moment où un bon trader... à partir du moment où on a compris et accepté les principes de base, le fait que ce soit des probabilités, qu'on joue des probabilités. C'est pas une science exacte, la bourse. Et pour cela, on va suivre des approches, des méthodes. Il n'y a pas de méthode miracle, donc voilà. Puis après, nous, par exemple, on enseigne, on va plus dire un moyen d'aborder les marchés, parce que chaque trader va ensuite le faire évoluer en fonction de sa personnalité, de sa disponibilité qu'il a à donner au marché. Donc, souvent, en provoquant un peu, je dis qu'un bon trader, c'est quelqu'un qui a l'habitude de perdre. La perte, c'est normal. Il ne faut pas stresser, il ne faut pas s'énerver. Après, il faut toujours prendre la responsabilité de ses actes. Ça, beaucoup de gens ont l'habitude de dire c'est de la faute de lui, c'est de la faute parce que j'ai écouté la radio, la télé, j'ai écouté mon voisin, Non, on appuie sur le bouton, on est responsable, sinon on ne progresse pas. Et il faut savoir pourquoi on a fait ces erreurs. Moi, j'en ai fait des centaines, des milliers, des millions peut-être. Je ne sais pas combien j'ai fait de trades dans ma vie, mais... Donc voilà, la perte, c'est normal. Ce qu'il faut, c'est perdre moins et le moins possible et gagner le plus possible. C'est clair. Du coup, vous êtes plutôt Ishimoku ou Banque de Bollinger? Je suis plutôt simple dans mon approche, c'est-à-dire que ça dépend les horizons que je travaille, mais sur des horizons très court terme, je vais utiliser des repères techniques, chartistes. C'est-à-dire que plus vous réduisez l'horizon de trading, plus vous allez dans le chartisme. Après, les outils techniques simples, c'est les moyennes mobiles, etc. Donc moi, je suis plus vers ce genre de choses. Alors à tort ou à raison, je ne dis pas que je détiens la vérité, mais des choses comme Ishimoku, les bandes de Bollinger, je trouve qu'il y a trop d'interprétations et que le discrétionnaire de l'interprétation est trop important. Mais encore une fois, je connais pas bien. Le peu que j'en ai fait, c'est il y a très longtemps, parce qu'on avait créé les premiers systèmes en France, donc j'ai tout testé, mais voilà, ça ne correspondait pas à quelque chose qui me ressemblait. Donc j'ai fait autre chose. Dernière question, est-ce que c'est l'analyse fondamentale qui drive l'analyse technique ou est-ce que c'est l'analyse technique qui drive l'analyse fondamentale? Alors, ni l'un ni l'autre. La question pourrait être, c'est le chien qui remue la queue ou c'est la queue qui remue le chien? Aujourd'hui, en ce moment, là, c'est la queue qui remue le chien. C'est-à-dire, je pense que ça voudra dire que les phénomènes techniques, les phénomènes de construction, je pense, ont pris, ça alterne bien sûr, mais prennent souvent actuellement le pas sur la conviction, parce que sur les niveaux de marché actuels, les convictions sont faibles.
tout le monde dit « Ah, j'hésite à acheter », c'est normal. Il y a une grande hésitation, il y a une grande sélectivité, et on voit d'ailleurs que les valeurs les plus fortes restent les plus fortes, et vous voyez, les valeurs les plus faibles restent les plus faibles. Il n'y a pas ce phénomène contrariant où on va aller chercher une valeur tout en bas, parce qu'on se dit si elle est au tapis, c'est qu'il y a peut-être une raison. Donc les spéculateurs sont très très méfiants. Et les marchés, je pense que pour l'instant encore, on est dans le phénomène, enfin dans la contrainte technique assez importante. Bien sûr qu'il y a toujours des phénomènes de conviction, ce qu'on voit par exemple au niveau de la conviction, mais ce n'est pas l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est un repère comme autre chose, comme l'analyse technique. Aujourd'hui, on voit des flux toujours entrants sur les marchés. L'analyse fondamentale, c'est l'étude des bilans, des marchés. Nous, dans l'analyse technique chartiste, c'est l'étude de l'évolution du prix, considérant que le prix est légitimé par des règles de fonctionnement de marché. Ce prix a une raison d'être et on va étudier la forme qu'il a. Est-ce qu'il est en train de monter? Est-ce qu'il est en train de baisser? Est-ce qu'il est en train de faire une configuration particulière qui permette de penser que les probabilités de hausse ou de baisse sont importantes ou pas? Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on va faire. Et c'est vrai que de toute façon, plus on réduit l'horizon de trading, plus on va s'en tenir à des approches comme ça, techniques, plutôt que fondamentales. Mais n'empêche que, moi par exemple, je lis tout ce que je peux sur les analyses fondamentales que je peux recevoir de banques, etc. Et après, on peut se dire, je vais essayer de faire du technique sur des valeurs de qualité, optimisant ainsi ses probabilités de réussite. Un bon trade, c'est un trade qui nous amène là où on voulait aller. C'est-à-dire qui aboutit à l'objectif qu'on s'était fixé. Ok, et un bon trader, c'est quoi? Un bon trader, c'est celui qui arrive à l'objectif qu'on s'était fixé le plus souvent. Et qui sait justement ne pas avoir un ego surdimensionné, et qui sait remettre en question une opération perdante et couper sa perte et ne pas en faire une affaire personnelle. Vous êtes plutôt Ishimoku ou bande de Bollinger? Je ne suis pas du tout Ishimoku, mais je pense que c'est un bon outil. Bande de Bollinger, ça n'est qu'un outil de ma méthode et que j'utilise, bien entendu. Moi, j'utilise des indicateurs techniques. C'est d'ailleurs le thème de la conférence que je vais donner tout à l'heure à 15h30. Et donc, j'utilise effectivement les bandes de Bollinger, j'utilise un stochastique et j'utilise surtout la notion de divergence et particulièrement une combinaison de divergence qui donne une stratégie à très forte probabilité de succès. Et moi, mon obsession dans le trading, c'est d'avoir raison le plus souvent avec un objectif qui soit fiable le plus souvent. On est le 22 mars, il est à peu près 14h30, 15h. Le CAC 40, il perd un peu de terrain, cède un peu de terrain aujourd'hui. C'est tout à fait normal, un peu de pause. C'est ce que je vous ai dit ce matin, effectivement. Ce matin, du coup, nouvel objectif à la hausse, on va vers de nouveaux records. Écoutez, il y avait un objectif d'extension de Fibonacci qu'on retrouvait sur l'hebdomadaire à une centaine de points près, mais je pense qu'il y aura des retracements bien avant, inévitables, et ce qui permettrait d'assainir justement ce marché des fenêtres d'investissement. Et d'appeler des nouveaux investisseurs qui, eux, n'ont pas eu la chance de prendre le train en marche. Donc ils attendent que le train repasse, et cette fois-ci ils sont décidés à monter. La formation, écoutez, c'est l'application stricte de ma méthode qui est basée sur de la probabilité. C'est une combinaison de divergences, des cachets et des classiques qui nous amènent à des figures chartistes qui ont elles-mêmes une ligne de coût, et à partir de la ligne de coût, on peut utiliser Fibonacci pour fixer des objectifs, et tout ça mis ensemble donne une stratégie à très fort potentiel de succès, et c'est ce que j'enseigne. Chez AQTS? Chez AQTS, absolument, et ailleurs lorsque on m'invite à le faire. Un bon trade, c'est un trade avec une bonne gestion de risque. Ok, un bon trader, c'est quoi? Un bon trader, pour moi, c'est quelqu'un qui est passionné par le marché financier. Et la formation dans le trading, c'est important? C'est primordial, c'est obligatoire. Ok, vous êtes plutôt Ishimoku ou bande de Bollinger? Peut-être plus bande de Bollinger. Est-ce que on dit que l'analyse fondamentale est indissociable de l'analyse technique, ou bien est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est l'analyse technique qui est indissociable? Moi, je dirais le contraire. Ouais. Je dirais que c'est l'analyse technique qui est indissociable des fondamentaux. C'est la macroéconomie et la géopolitique, c'est elles qui drainent nos marchés. Après, les réactions du marché sont suite à ces actualités généralement. Donc, pour moi, c'est les fondamentaux qui vont drainer la technique. Quand on écoute les traders, il y a deux écoles. Il y en a qui disent le bon trade, c'est celui qui a respecté les règles. C'est pas ma vision. Le bon trade, c'est celui qui gagne. Et
Daniel, vous êtes l'ancien président de l'Association française des analystes techniques, un spécialiste d'Ishimoku, du coup, par la force des choses, vous êtes plutôt bande de Bollinger ou nuage Ishimoku? Ah ben, tout le développement que j'ai pu faire avec Ishimoku et Bollinger, eh bien, sont dans mon livre le pouvoir d'Ishimoku, et justement j'explique, j'ai complètement redécouvert et complètement retraité les bandes de Bollinger, et j'explique comment les deux fonctionnent admirablement ensemble et pour aller vers mon type de bon trade. Vous avez écrit des livres dernièrement, sur lesquels on peut les trouver où? Alors, je viens d'écrire un livre qui est un des premiers d'une collection que lance la FAT sous le nom Les Essentiels de la FAT. L'objectif est de proposer aux débutants et aux analystes déjà un peu confirmés une collection d'une dizaine de livres qui vont retracer l'ensemble des thèmes de l'analyse technique. Ce sont des livres de entre 90 et 150 pages et qui sont tous vendus en dessous de 20 €. C'est-à-dire que dans l'année qui vient, avec un investissement inférieur à 200 €, quelqu'un pourra rentrer vraiment au cœur de l'analyse technique et même vraiment dans le cœur, dans les méandres, et véritablement devenir un vrai analyste technique. On dit que l'analyse fondamentale est indissociable de l'analyse technique, ou inversement que l'analyse technique est indissociable de l'analyse fondamentale. Vous le voyez dans quel sens? Là encore, il y a deux écoles. Il y a les analystes techniques qui disent « moi c'est le prix, rien que le prix et tout le prix. Je ne regarde que le prix ». Je ne suis pas absolument certain que ceux qui disent ça disent toute la vérité. Parce que les mêmes, eh bien, ils attendent avec impatience la décision de la Fed, la décision de la BCE, la décision de la Banque d'Angleterre, la publication, le FOMC, tout le monde attend le FOMC. Donc en fait, le fondamental et l'économie drivent évidemment les marchés. Alors, il y a néanmoins un écart, il y a un filtre entre les deux, hein, puisque l'objet des marchés, c'est pas d'être en phase avec l'économie, c'est d'anticiper les marchés, c'est-à-dire d'utiliser les éléments et l'information pour anticiper. On dit souvent que la bourse a 7 ou 8 mois d'avance sur l'économie. Bonjour, je suis Denis Desclos. Je suis le nouveau président de l'Association française des analystes techniques, l'AFAT, qui est évidemment présente aujourd'hui au Salon de l'analyse technique. Et accessoirement, je suis professeur et enseignant en finance, notamment à l'ESSELSCA. Alors, un bon trade, c'est assez simple. C'est un trade où on a respecté ses règles et appliqué sa méthode. Donc ça peut être un trade perdant, un trade gagnant, mais on a respecté ses principes d'entrée, de sortie, et on a respecté sa discipline. La formation, c'est indispensable. Alors, ça peut être de l'auto-formation, mais surtout, ce qui est indispensable au-delà de la formation, elle est indispensable parce qu'il faut quand même connaître, par exemple, les figures chartistes, il faut les connaître pour les reconnaître. Sinon, c'est pas possible. Et après, il y a une question de pratique, et surtout, ce qui est indispensable, les étapes qui sont incontournables, c'est d'élaborer sa propre méthode, parce qu'il faut que la méthode, elle vous convienne. Prendre la méthode d'un autre, ça ne marche pas. Il faut qu'elle vous convienne, que vous ayez confiance dans votre méthode. Donc pour avoir confiance, il faut l'avoir élaborée, il faut avoir regardé les graphiques. Et la troisième étape, qui est la plus compliquée, il faut l'exécuter. Et là, c'est là que les difficultés commencent, parce que dès lors que de l'argent est en jeu, à ce moment-là, nous sommes la proie de nos émotions. Et donc, on commence à faire tout ce qu'il ne faudrait pas faire. Ok, très clair. Est-ce que le président de l'Association française des analystes techniques utilise l'analyse fondamentale? Alors, pas sur les marchés avec ma casquette, par exemple, de trader. Mais en revanche, comme j'ai une casquette aussi d'enseignant et de formateur, je suis obligé donc de tenir compte du fondamental. Et puis, il faut le dire, les tendances qu'identifie l'analyse technique finissent toujours par rencontrer les fondamentaux. Voilà. Simplement, je pense que l'analyse technique a un avantage en termes de timing par rapport aux fondamentaux. Il y a un timing que tout le monde suit, que toute la planète finance suit, c'est le timing de l'éventuel pivot de la Réserve fédérale américaine, le moment où elle va inverser la dynamique de hausse de ses taux directeurs, c'est-à-dire la baisser. Est-ce que vous pensez que la Fed peut ne pas baisser ses taux directeurs en 2023 ? Alors, je dirais qu'il y a deux possibilités. Premièrement, qu'il y ait un événement qui fasse, par exemple, que le prix du pétrole s'envole, ou alors peut-être un nouveau confinement qui créerait des pénuries et donc, du coup, qui relancerait l'inflation.
Donc du coup, effectivement, la Fed, elle ne baissera pas ses taux. Et sinon, la question qu'on peut se poser, c'est baissera-t-elle ses taux autant que l'espèrent les marchés? Les marchés, ouais, c'est ça, 75 points de base anticipés pour les marchés financiers. Ça pourrait être 25 et ce serait pas plus mal. Oui, parce que la Fed, elle regarde deux choses. Elle regarde l'inflation, elle regarde le marché de l'emploi. Aujourd'hui, le marché de l'emploi, les statistiques montrent qu'il se porte plutôt bien. Les salaires progressent, donc les salaires, il y a toujours, voilà, ça contribue aussi à l'inflation. Voilà, donc elle pourrait aussi décider que l'inflation s'est calmée, elle baisse marginalement ses taux et voit plus tard. Et elle attend. Le prochain événement de marché, c'est un crack. Alors, le prochain événement de marché, je ne sais pas. Moi, ce que je peux vous dire du point de vue technique, c'est que en unité de temps annuelle, tous les indices, tous, sauf le Nikkei, et sauf ceux qui étaient pas sur leur plus haut, mais tous les indices qui sont sur leur plus haut ont fait fin 2023 une divergence baissière. Et chaque fois qu'ils ont fait une divergence baissière en annuel, c'était en 2007, et on a eu 2008-2009, c'était en 2000, et donc on a eu la baisse de 2000-2003, et c'était en 72, et 73-74 ont été des très mauvaises années, des années de baisse. Donc une divergence baissière annuelle, c'est rare, mais ça se vérifie. Simplement, ça peut se vérifier au deuxième trimestre, au troisième trimestre, voire au quatrième trimestre. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir... L'année prochaine. Non, enfin, plus souvent, c'est... ça suit l'année. Oui, voilà, ouais, exactement, c'est l'année suivante. Mais on pourrait très bien... Là, aujourd'hui, on est sur des plus hauts. La bougie annuelle, elle n'est pas clôturée, ça peut se finir par une grande mèche haute. Alors Thomas Andrieux, je suis étudiant en Dauphine, auteur de plusieurs livres aussi, en particulier sur les cycles économiques, sur les crypto-monnaies aussi, et j'aime beaucoup aussi les métaux précieux, l'or en particulier, très intéressant en ce moment. Vous avez identifié un nouveau sujet qui pourrait être intéressant? Tout à fait, oui, je suis en pleine compilation des auteurs sur les cycles, Kondratiev, Juglar, Kitchin, qu'on va compiler dans un livre qui va sortir dans les prochains mois. Donc des travaux très pertinents pour comprendre finalement la dynamique économique et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. On peut imaginer que la réserve fédérale américaine ne baisse pas ses taux en 2024. Tant que la croissance se maintient, c'est tout à fait possible. Et surtout si l'inflation ne baisse pas assez. C'est un scénario que vous envisagez? En tout cas, il y avait un certain nombre d'économistes, même depuis plus d'un an, qui disaient voilà, les scénarios des banques centrales sur l'inflation, c'était peut-être un peu optimiste. Parce que l'économie reste forte et parce que la conjoncture, si on veut parler cycle, reste favorable à l'économie. Alors, jusqu'à quand? C'est ça la question. Effectivement, là, on a des taux qui sont à 4%, bon, tandis que l'inflation est plus bas. Donc, on a des taux réels positifs. Et des taux réels positifs dans un contexte où, notamment, le gouvernement américain fait des déficits énormes, ça pèse. Donc, d'un côté, on a l'impératif politique qui voudrait qu'on baisse les taux rapidement, ce qu'aimerait faire la BCE. Et de l'autre, effectivement, l'économie. Pour la pérennité de l'économie à long terme et de l'inflation, il faudrait maintenir les taux suffisamment positifs. Donc, on peut imaginer une baisse des taux minime. À la marge, 25 à la marge. À la marge. Maintenant, est-ce que ça va vraiment faire décaler les marchés? Je ne suis pas persuadé. Un bon trade, c'est une bonne structure, c'est prendre l'information, décider de rentrer sur le marché en toute connaissance des outils à sa disposition. Quand on veut investir, en ce moment il y a des thématiques comme l'IA ou les crypto-monnaies qui sont fortes, eh bien on peut choisir de rentrer spot, on peut choisir de rentrer de manière donc purement directionnelle ou via des produits dérivés pour tenter d'optimiser son timing, son money management. Donc c'est un tout, c'est une prise de décision éclairée, prise à tête reposée, avec les bons outils. Une fois que tout est optimisé, on peut exprimer sa vue de marché et laisser le marché faire ce qu'il a à faire. Une vue éclairée, ça veut dire que la formation, c'est essentiel? La formation et l'information, c'est indispensable. La lecture de grands ouvrages, c'est un début. Et ensuite, l'échange avec des personnalités diverses permet de s'ouvrir l'esprit et de tendre vers ce qui marche quelque part, vers les bonnes. Il y a une offre actuellement de formation spécifique avec des interlocuteurs spécifiques qu'on peut choisir. Ouais, sur Vidéo Bourse, il y a la structure que j'ai lancée en début d'année et dans la Grande Arche de la Défense, chaque mois, les participants votent pour un intervenant qui vient
qui présente son savoir-faire. Le mois prochain, en avril, on sera avec Paul Marcel, centré sur les options. Le mois dernier, on était avec Tarek El-Mari sur le trading de futurs à très court terme. Et au fil des mois, on va avoir des professionnels d'horizons divers qui vont nous rejoindre, qui vont prendre part et qui vont faire vivre ce projet. On dit que le fondamental est indissociable de l'analyse technique, ou est-ce que c'est plutôt l'analyse technique qui est indissociable du fondamental? Alors, je sais que toi, tu es plus fondamental. On a eu une petite expérience en commun. Aujourd'hui, on est en analyse technique. Sur le très long terme, l'analyse fondamentale, l'analyse financière, c'est l'essentiel, puisqu'on va investir dans des entreprises ou dans des actifs qui vont tendre vers leur valeur réelle. À plus court terme, on peut avoir des euphories, des mouvements spéculatifs extrêmes. Et à ce moment-là, l'analyse technique, je pense qu'il faut l'avoir avec un horizon large, hein, pas se concentrer uniquement sur quelques indicateurs, mais vraiment considérer que le technique, c'est à la fois les volumes, la profondeur du marché, et les indicateurs plus classiques qui vont amener des repères. Et voilà, une logique statistique, une logique probabiliste. Voilà, articuler les deux, c'est ce qui permet d'optimiser ses investissements dans la durée. Donc voilà, je te répondrai. Pour le très long terme, le fondamental. Le plus court terme, fondamental, quoi qu'il arrive, il faut cette base pour faire ses choix et ensuite optimiser son timing avec l'analyse technique. Bonjour, donc Michael Roussel, je suis le fondateur de La Bourse sans stress, donc, qui est un blog de bourse, plutôt spécialisé options. Et nous avons également développé une chaîne YouTube depuis maintenant 2017, donc ça fait 7 ans. Où nous parlons exclusivement des options, puisque c'est le mode de trading que nous faisons 99% du temps. On est marché de contraintes techniques aujourd'hui. Alors moi je ne fais pas du tout de fondamental, déjà parce que j'ai pas le temps. J'ai une activité professionnelle à côté, donc je suis très pris par mon activité professionnelle. Donc je fais uniquement de l'analyse technique depuis 12 ans, depuis que j'ai commencé le trading, notamment des options. C'est vrai qu'avant, donc j'ai commencé en 2007 le trading, et j'ai basculé sur les options en 2012. Et depuis 2012, je ne fais exclusivement que de l'analyse graphique. Donc, pas du tout de fondamental. Le fondamental, pas de sens. Pour vous, c'est quoi un bon trade? Un trade gagnant? Il est forcément gagnant. Ben, oui, sinon c'est un trade perdant. Bon, voilà, on fait quand même du trading pour gagner de l'argent. Donc, un bon trade, c'est déjà, pour moi, un trade où on a évalué le risque avant de rentrer en position. C'est vrai que nous, on a 3 règles. Règle numéro 1, on regarde le risque. Règle numéro 2, on regarde le risque. Et la règle numéro 3, on regarde le risque. Puisque, effectivement, la seule chose que l'on maîtrise en bourse, en fin de compte, c'est le risque. Je suis incapable de vous dire si demain, telle ou telle action va monter ou descendre. Maintenant, ma seule certitude, c'est qu'en prenant le trade que je prends, après avoir analysé différents paramètres, je sais que si je perds, je peux perdre ça au maximum, etc. Donc, la formation, c'est indispensable, du coup, en trading. Ouais, c'est vraiment indispensable. Je sais que certaines personnes rechignent un peu à se former. Maintenant, comme je prends toujours l'exemple, ça ne vous viendrait pas l'idée de plonger dans une piscine sans savoir nager. C'est exactement pareil avec le trading. Aujourd'hui, je trouve inconcevable d'aller risquer de l'argent sur les marchés sans avoir un minimum de notions, avec une formation. Alors après, des formations, il y a plein de formations en fonction du fait que vous voulez faire du scalping, du day trading, du swing trading, des options ou ce genre de choses. Donc il faut déjà déterminer le trading qui vous convient. En fonction de ça, vous regardez les formations qui existent par rapport au style de trading que vous avez choisi. Et puis après, vous vous lancez. Mais oui, clairement, se lancer dans le trading sans formation, c'est un suicide annoncé sans problème. C'est la Ishimoku ou bande de Bollinger? Alors, ni l'un ni l'autre. C'est de l'analyse vraiment classique, vraiment basique, support, résistance, moyenne mobile. J'utilise principalement le RSI ou le MACD. Et de temps en temps, j'utilise Bollinger pour avoir des étranglements, ce genre de choses, mais très rarement. Et donc vous êtes plutôt Bollinger qu'Ishimoku? Alors Ishimoku, pas du tout. Je ne m'y intéresse pas du tout. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais c'est vraiment classique, bougie japonaise. Et puis Ekenashi aussi un peu. Là, on commence à se mettre dans Ekenashi, qui nous donne d'autres signaux, notamment en ce moment dans une période de très faible volatilité. Et Ishimoku nous aide plus que la simple bougie japonaise. Donc, voilà. C'est vrai qu'en ce moment, les marchés sont quand même extrêmement hauts. Alors c'est assez comique puisque au mois d'octobre l'année dernière, tout le monde parlait de crise, de marché qui allait partir à la cave. Et on a fait, 25-28% depuis. Donc c'est assez paradoxal. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un cas d'école. Parce qu'une hausse aussi
aussi importante en si peu de temps, c'est assez rare. Et comment on peut expliquer cette hausse? Alors, il y a plusieurs explications. Donc, effectivement, surtout au niveau de la hausse des taux, etc. Puisque depuis maintenant novembre, on part d'une possible baisse des taux. Donc, il y avait mars qui était sûr. Bon, mars est passé. Maintenant, on parle de juin sûr, mais bon, il y a encore 2 mois, donc des choses peuvent se passer. Je pense que si on regarde notamment au niveau des buybacks, donc du rachat d'actions, je pense que c'est aujourd'hui un des phénomènes qui pousse le marché, puisque vous avez des grosses sociétés, notamment Meta, qui vient d'annoncer, je crois, le rachat pour 50 milliards de rachat d'actions. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une grosse partie de l'explication. Ouais. Okay, et la hausse aujourd'hui est montée par cette société. C'est magnifique. Bah voilà. Et si on enlève ces 7 sociétés du marché aujourd'hui, le S&P serait en baisse. Donc voilà, donc je pense qu'il faut faire attention, les marchés sont vraiment très très hauts. C'est vrai que parfois c'est un peu, on est un peu chagriné de louper des hausses comme ça de 20-25% qu'on n'a pas vu venir. Mais je pense que nous on est plutôt très prudents. Okay. À titre personnel, sur nos portefeuilles, on est extrêmement liquide en ce moment. Et les cryptos? Crypto, j'en fais pas. Non, pour moi, c'est trop volatile. Ouais. Et pour le trading d'options que nous on fait, puisqu'on fait vraiment que ça. Vous faites des options sur quoi? Options, alors uniquement sur le marché américain. Ok, d'accord. Marché US. Indice et action ou les deux. Oui, on peut faire indice, on peut faire actions, matières premières. Après, ça va dépendre du portefeuille, puisqu'en fonction du portefeuille, vous allez aller plutôt sur des indices ou plutôt sur des actions, etc. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle David Derry, je suis analyste de marché pour Goliath.io. C'est un nouveau courtier en ligne. Ok, nouveau courtier en ligne. C'est quoi un bon trade pour vous? Un bon trade, c'est un trade gagnant déjà. Et puis c'est un trade sur lequel on maîtrise les différents éléments du trading, c'est-à-dire le montant qu'on a investi, le stop loss, le take profit, etc. Et puis c'est un trade qu'on va réussir à gérer dans le temps. Ok, et un bon trader, c'est quoi? Alors, un bon trader, c'est quelqu'un qui est capable de garder son calme, qui est capable de bien gérer ses finances et son patrimoine. Et puis, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'action et qui est toujours à la recherche d'une bonne opportunité, notamment sur les marchés. On est au salon de l'analyse technique, 25e édition. Pour vous, la formation, c'est indispensable pour être un bon trader? Bah oui, c'est indispensable. Toute formation, aujourd'hui, la plupart des gens qui travaillent, que ce soit en salle de marché ou même à côté, aujourd'hui, on est au salon de l'analyse technique, donc il y a beaucoup de traders débutants ou de traders non professionnels, on va dire. Et donc, aujourd'hui, que ce soit les courtiers en ligne comme eToro, comme Goliath ou comme d'autres, proposent des académies de trading, mais aussi aujourd'hui, il y a de plus en plus de ressources sur Internet. On peut parler d'ABC Bourse, on peut parler d'autres sites qui offrent du contenu gratuit justement pour se former, donc pourquoi pas en profiter. On va en profiter. David, est-ce que selon vous, c'est l'analyse fondamentale qui drive l'analyse technique ou est-ce que c'est l'inverse? Moi, je pense qu'il faut des deux. Moi, j'aime bien dire que l'analyse fondamentale va nous dire quoi acheter et l'analyse technique va nous dire quand acheter. C'est-à-dire qu'avec l'analyse fondamentale, on va plus regarder les chiffres, on va essayer de trouver des boîtes qui nous intéressent. Avec l'analyse technique, on va plus regarder le prix, on va essayer de trouver des bons mouvements de prix et des bonnes entrées de prix pour essayer de s'exposer sur l'action ou l'actif en considérant. Vous êtes un passionné des crypto-monnaies. Le Bitcoin récemment plus haut de tous les temps, plus haut historique. Est-ce qu'il faut craindre une bulle, est-ce qu'il faut craindre un crack sur le Bitcoin? Écoutez, on est haut, donc on peut avoir une correction. Maintenant, un crack, on en entend parler depuis de nombreuses années. On était déjà, alors on se connaît depuis longtemps, donc on sait que moi je suis assez bullish sur les cryptos et je continue à penser que le Bitcoin, alors c'est pas un conseil en investissement, il faudrait mettre un disclaimer, mais je continue à penser qu'on pourra voir des prix plus hauts et que les 100K $ par exemple ne sont pas une cible inaccessible et inatteignable. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu un beau début d'année sur les cryptos, donc il faut rester prudent et ne pas tomber sous l'euphorie. Si vous avez des grosses positions, pourquoi pas alléger aussi. Et c'est ce que j'aime bien dire, il n'y a pas que les cryptos actifs. On sait que c'est une classe d'actifs qui plaît aujourd'hui aux traders, notamment ceux qui démarrent. Il y a plein d'autres actifs intéressants. Aujourd'hui, on le voit avec les taux américains qui sont aux alentours de 5%. Déjà, gagner 5%, c'est très bien. Si on peut faire ça tous les ans, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus de volatilité. Maintenant, le concept et l'idée derrière la crypto est aussi ce qui plaît et ce qui attire les grands publics. C'est quoi un bon trade? Le trade qui se passe comme c'était prévu à la base et si possible qui clôture dans le positif. Okay, un bon trader, c'est quoi? Un bon trader, c'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions, c'est quelqu'un qui respecte son money management et qui sait se tenir à ses stratégies. Ok, des stratégies qu'on peut trouver dans votre livre? Tout à fait, il y a des stratégies qui sont assez basiques, il y a des stratégies moyen terme, court terme, long terme, il y a des stratégies qui se basent sur la technique, des stratégies qui se basent sur l'évolution des marchés.
il y a plein de stratégies possibles. C'est à chaque trader de savoir ce qui lui correspond et ce qu'il peut appliquer sans risque. Et donc, dans ces cas-là, la formation, c'est indispensable. Alors, il y a plusieurs types de formations. La formation indispensable, c'est surtout la formation money management. Mais je dirais qu'une bonne connaissance de marché, un bon money management sont nécessaires. Après, on peut faire comme moi qui suis autodidacte et se former sur le tas. Vous êtes plutôt bande de Bollinger ou nuage Ishimoku? Bande de Bollinger. Bande de Bollinger. Qu'est-ce qui drive, le fondamental, l'analyse fondamentale drive l'analyse technique ou c'est l'inverse? Le fondamental fait les tendances et le technique les amplifie. Ok, super. Est-ce qu'on constate un regain des Français pour l'analyse technique ou la finance en général? Alors forcément, puisqu'il y a une bulle spéculative, donc qui dit bulle spéculative dit que les gens s'intéressent un peu plus à la bourse. Et c'est souvent là qu'il faut vendre, sauf que là on est un peu comme sur un bateau en fait qui avance sans carburant mais qui continue d'avancer par une force d'inertie. Et donc c'est à cette période-là que tout le monde veut monter sur le bateau pour profiter de ce trajet gratuit. Donc oui, on constate un regain d'intérêt en ce moment. Pour un président des maisons d'édition, un bon trader, c'est un trader qui vend des livres, c'est tout, j'ai rien à dire de plus. Voilà. Bon, les cryptos, celui-là on l'a bien vendu il y a 2 ans quand c'était la bulle des cryptos. Après, on n'en a plus trop entendu parler. Là, ça revient un petit peu puisque les cryptos reviennent un peu à la mode. L'or et l'argent, on va dire, c'est comme l'or et l'argent, c'est une valeur sûre, ça se vend régulièrement. En fait, les livres suivent un peu les actifs dont il est question. Vous voyez, donc voilà, ça suit un petit peu les actifs. Et les tendances, les modes, évidemment. Le prochain thème, c'est peut-être le krach boursier. Mais pas tout de suite, à mon avis, mais ça viendra forcément. Ça viendra forcément. Ouais.